Ce jour-là, dans les rues de Bruxelles, 4000 personnes manifestent. La première vague de Covid-19 a déjà fait ses ravages et c'est tout notre système de soins de santé qui est pointé du doigt. Au cœur du problème, un secteur est particulièrement touché, celui des maisons de repos. Si on est en sous-effectif, on peut que faire le minimum. La réglementation en nuit pour une MRS, c'est un infirmier, une aide-soignante pour 120 personnes. On a des temps minutés de l'ordre de 13 minutes pour s'occuper entièrement d'une personne. Donc, on se rend bien compte, une personne fugue, l'autre personne chute, elles appellent, elles sont... Donc c'est pas possible, il faut absolument qu'on refinance. On est dans la violence institutionnelle permanente. Au-delà de la crise Covid, c'est tout un secteur qui a bien vieilli. Pendant 6 mois, nous avons analysé 2 modèles de maisons de repos. Une infrastructure collective traditionnelle. On est une structure privée, on est une société. Je pense que pour une partie de la population, la maison de repos, pour moi, est une bonne solution. Il y en a pour qui, voilà, ça ne convient pas. Et un nouveau modèle, venu tout droit des pays scandinaves. Donc le projet Tupmodellen repose sur 2 grands principes, l'autonomie et l'indépendance du résident. Dans notre philosophie, ils sont dans leur lieu de vie et c'est à eux à prendre les décisions. Quand on a commencé notre enquête, 65% des personnes décédées du Covid étaient des résidents en home. Entre ces 2 modèles, une question, quel est l'avenir de nos maisons de repos ? Vous auriez joué avec qui, mesdames ? Moi, j'aurais joué la 3. Alors, une femme et... Notre enquête débute dans ce que nous appellerons une maison de repos traditionnelle. 61, c'est l'histoire d'une jeune femme qui décide d'avoir un enfant. Quand on arrive à un certain âge et qu'on n'a plus d'activité, à part la famille, il n'y a pas grand-chose, quoi. Moi, j'avais un petit chien. Je peux pas voir mon petit chien, quoi. C'est mon fils qui l'a. Alors ça manque aussi, Quand on est tout seul, c'est une compagnie. Denise Auger vit depuis 1 an dans ce home bruxellois parmi 50 autres résidents. Une maison de repos et ses petits problèmes quotidiens. Il est 17h30. C'est l'heure du repas du soir. Le soir, moi je trouve que c'est pas un souper, C'est un pain perdu. De la soupe, un pain perdu, du fromage blanc, ça fait des petits fromages blancs. Et là, c'est de la betterave rouge en salade. Et puis, il y a les problèmes qui sortent de l'ordinaire, créés par l'épidémie de coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, les libertés des résidents sont de plus en plus limitées. Ce jour-là, Denise Auger reçoit une nouvelle note de service, plutôt stricte sur les visites. Visite permise pour 2 personnes différentes à renouveler toutes les 2 semaines. Une personne à la fois et une visite par jour. Maximum 30 minutes. 30 minutes par visite maximum, des règles drastiques pour la famille de ces retraités. Je vais noter mon heure d'arrivée et la température qui sera prise. Bonjour. Bonjour ma fille. Comment ça va, fille? Mais comme tu vois, Je t'ai apporté ton linge et quelques chocolats. mais c'est le principal, c'est d'avoir une petite friandise. Comment ça va, fille? Tu tricotes? Oui. T'as vu Janine? À chaque visite, c'est le même rituel, registre, prise de température. Et désormais, les rencontres ont lieu dans cette petite pièce du rez-de-chaussée d'à peine quelques mètres carrés. Moi, je profite de pouvoir venir la voir, tout en sachant que depuis le mois de mars, je n'ai pas pénétré sa chambre, mais je respecte... 30 minutes plus tard, la visite est déjà terminée. Andrea Wallet rentre dans sa chambre, seule. Là où il y a peu, elle pouvait encore y recevoir ses proches. Il y a aussi l'amour qu'on veut donner, et c'est par le toucher. Voyez, je pense aux enfants, les larmes arrivent, mais je ne continuerai pas de pleurer comme ça, non. Je vais me reprendre. Ces restrictions sont difficilement vécues par les résidents.
Pour Anne Binet, la directrice de l'établissement, elle serait pourtant justifiée. Au début de l'épidémie, 5 résidents avaient été touchés par le Covid-19. Une fois que le virus est à l'intérieur, voilà, c'est le loup dans la bergerie. Et même si on a mis toutes les mesures en place de confinement, on était à quelques jours, tout s'est joué en fait. Maintenant, avec le recul, on se dit on aurait fermé la résidence une semaine plus tôt. Certainement qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais voilà, on ne pouvait pas le savoir. Les médecins, personne ne pouvait savoir. Il faut mettre un masque. Venez, je vais avec vous dans votre chambre. Limitation des déplacements au sein de la maison de repos, interdiction de se rassembler et des résidents laissés dans l'ignorance. Oui. Une situation très dure à vivre à l'époque, notamment pour Béatrice Derue. Mais ça m'a fait drôle parce que ces gens étaient partis, quoi. Vous savez, on vient les chercher en ambulance, ils vont à Saint-Luc, et puis on ne les voit plus revenir. D'ailleurs, il y a des personnes qu'on a su que bien un mois après que j'étais décédée. Mais il y a 4 étages et qu'on ne peut pas aller d'un étage à l'autre dans les chambres. Oui, et on ne savait pas. Des résidents qui ne sont pas informés de la situation en temps réel et qu'on laisse sans nouvelles de leurs compagnons de jeu ou de table. Pour Valentine Charlot, docteur en psychologie, ces mesures ont bouleversé la vie de ces seniors. Il y a des personnes, quand ils se sont revus après, déjà le vide de tous les décédés, au restaurant, etc., ça a fait un choc, surtout quand ils n'avaient pas été informés avant. Mais en plus, de voir des personnes qui avaient vraiment très très mal vécu cette période-là. Les résidents nous disent, cette dame-là, elle est presque morte. Elle marche encore, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, tellement elle a souffert de ce confinement. Alors, le Covid a-t-il accentué des dysfonctionnements déjà présents au sein des maisons de repos ? Pour Andrea Wallet, s'il n'y a pas d'activité, c'est seule, dans sa chambre, qu'elle passe la plupart de son temps. Cette maladie nous tue, ça fait des mois maintenant. Nous en sommes au 7e, 8e mois. Je tricote du matin au soir. Ou alors c'est à l'activité, là je suis partie. Je suis pas là. Ah, il en faut tous les jours. C'est le programme de la maison. Mais elles ne sont pas toujours. Ces activités, les voici. Organisées dans la salle commune, elles sont encadrées par des mesures claires. Port du masque, distanciation et nombre limité de participants. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, Nicole. Dans la chambre. C'est le col-là encore qui est là. Voilà, exactement. Face aux mesures sanitaires, les résidents ont dû trouver des occupations. Janine Lambrex lit beaucoup, mais passe aussi du temps sur sa tablette. J'ai aussi les mots fléchis. Voilà, je joue alors au Scrabble avec mon partenaire. D'ailleurs, souvent, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un renseignement pour leur tablette ou quoi, ils viennent et ils me demandent. Ma fille m'envoie parfois ou les petits-fils envoient sur Facebook ou Instagram, ils envoient des informations ou bien une petite blague ou un truc comme ça sur le... Oui, ça fait quand même avril, mai, juillet, octobre. C'est le 8e mois où je ne suis plus du tout sortie. Le confinement a réduit les liens avec les personnes extérieures, mais aussi entre résidents. Pour limiter les contacts au sein de la maison, ils sont toujours assis à la même place lors du repas de midi. Avant la maladie, on vivait quand même autrement, mais maintenant, même à table, on se retrouve à 1,50 m, toujours la même personne devant soi. Et quand on fait un anniversaire, parce qu'on les fête une fois par mois, alors de nouveau, il se passait les gens et tout. C'est quand même pénible. Le fait d'amener en plus cette crise Covid, avec l'interdiction de voir ses proches, mais aussi pour certains, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de proches, mais du coup, ils n'ont plus pu voir les autres résidents. Ils disent, la maison de repos, elle est morte, elle est vide. Entrer en maison de repos, c'est débuter une nouvelle vie, entourée de personnes inconnues. Les 2 personnes que je mange avec à la table, ça va, mais autrement, non, j'ai pas...
Puis je suis pas le genre de personne à me lier comme ça facilement. Mais c'est aussi chambouler sa vie d'avant. Renoncer à ses proches une partie du temps, à ses biens, à ses habitudes aussi. Le nombre de meubles, quand on arrive ici, il y a déjà un lit et la table de nuit et parfois si on veut une chaise ou des tables, ça on peut encore ramener. Mais quand je vois ce que j'avais chez moi et de quoi je peux disposer, ça c'est quand même très très limité. Une rupture parfois bien difficile à vivre. Alors il faut savoir qu'en maison de repos, il y a quand même déjà des personnes qui souffrent de vivre en collectivité, pour qui ça n'a pas été un choix, pour qui ça a demandé de renoncer au cadre de vie, à la maison, aux chiens, enfin déjà beaucoup de renoncements, et qui du coup sont déjà dans un équilibre qui est précaire. C'est difficile de me sentir bien et d'avoir des projets, des envies, du plaisir dans ce lieu que je n'ai pas choisi. En tout cas, moi, j'essaye de faire en sorte qu'il soit le mieux possible, même s'il ne faut pas se leurrer. Voilà, je sais bien que ce n'est pas leur choix premier dans 99% des cas. Bon, il y en a certains qui disent voilà, qu'ils se sont bien mieux ici que chez eux. Mais au départ, je pense que le souhait est de rester chez eux, ça c'est sûr. J'ai commencé à avoir certaines difficultés à marcher et à pouvoir faire l'une ou l'autre course. Chez ma fille, il y avait 3 enfants. Très gentiment, il m'avait proposé de mettre une pièce à ma disposition. Et j'ai refusé parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus agir en égoïste. Et je sais qu'ils ont des activités et je n'avais pas envie d'être à charge. Il y a des petites choses particulières dont vous avez envie de parler ou pas? Non. Par rapport au contexte actuel? Non, puisqu'on s'était donné rendez-vous. Non, hier on a eu le souper et aujourd'hui on avait dit qu'on ferait une activité ensemble à faire avec ceux qui veulent bien. Pour le Scrabble, en fait ils vous attendent déjà en bas. En première ligne, il y a le personnel soignant, fortement mobilisé par la crise. En dehors des soins, ils n'ont pas forcément assez de temps pour discuter avec les résidents. Un jour, une femme est arrivée ici, une de mes collègues, qu'on joue au Scrabble, est arrivée ici et s'est mise à pleurer. Elle avait le cafard depuis le matin. Alors tout ça, il me semble qu'il faudrait qu'on le voie et qu'on ait une présence plus souvent du personnel. C'est pas évident. Elles ont leur boulot, elles ont beaucoup de travail, mais jamais 5 minutes pour nous. Le personnel, ils sont aussi encore des journées de récupération pour eux. Il y en a qui sont malades, on ne sait pas organiser quelque chose parce qu'il manque de personnel. Il y en a qui ont besoin de soins. Moi, pour le moment, on dirait toujours du bois. Je n'en ai pas, donc je ne vois pas grand monde à part le matin pour déposer le repas ou l'après-midi, le soir pour déposer le repas. Mais c'est tout. Il faudrait presque une personne par résident. Surtout les résidents qui sont pas bien. Parce qu'avoir quelqu'un à côté de soi, quand on est relativement bien, c'est pas très gai. Mais ça, c'est pas possible. Je prêche l'impossible, quoi. Il faudrait plus de personnel. Ça, c'est le grand problème. Je pense que le Covid, c'est une loupe. Parce qu'en fait, on a un peu facile de dire c'est le Covid qui fait que. Le Covid, il a mis en lumière des pratiques qui étaient préexistantes, avec justement des grandes différences d'une maison de repos à l'autre. Le Covid a mis en lumière des problèmes récurrents au sein de ces institutions. Et de l'aveu même du responsable de la Fédération des maisons de repos, le modèle se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Le système va devoir évoluer parce que il évolue sur base de concepts qui commencent à devoir prendre de l'âge. De notre côté, on estime que les normes devraient être recalibrées pour laisser plus de flexibilité aux établissements pour choisir d'autres catégories de personnel. Si on fonctionne qu'avec la norme, c'est clair qu'on ne peut pas faire du bon boulot. Si on fonctionne avec la norme plus 10-15%, qui est aussi financée, là, on peut commencer à faire du bon boulot. Et pourtant, d'autres modèles existent. De la jeunesse. Attention, il arrive. Et on jette. On jette. Et on prend. On prend. Et on jette.
Dans cette résidence de Moresnet, en province de Liège, c'est une autre ambiance, une autre façon de faire, au plus proche des besoins des résidents. Ici, la directrice Gabrielle Tribels a engagé 5 éducateurs pour s'occuper des seniors. Donc à partir du moment où vous engagez des éducateurs, certes ça a un certain coût, mais vous allez libérer du temps pour vos soignants. Une personne âgée qui est occupée et qui s'amuse et qui est entourée ne va pas sans cesse dans sa chambre sonner pour qu'un personnel soignant vienne s'occuper de lui. Or on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, le soignant, c'est une denrée rare. Donc à partir du moment où vous investissez de l'argent dans un autre corps de métier, vous dégagez du temps pour l'autre corps de métier et vous y êtes gagnant. Cette résidence applique ce qu'on appelle le modèle TUBE. Venu des pays scandinaves, ce projet pilote est mis à l'essai en Belgique dans 6 maisons de repos. Ici, la priorité est donnée à l'autonomie et l'indépendance des résidents. Ils prennent part aux décisions de la vie quotidienne. Le cadre de vie veut favoriser les échanges entre résidents et avec les membres du personnel. Suite à un appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin, 36 établissements devraient adopter ce modèle en Wallonie prochainement. Le ministère de la Santé prévoit une aide de 5 000 € par résidence. Le modèle TUBE serait-il un exemple à suivre? C'est en tout cas l'avis de Stéphane Adam, docteur en psychologie et spécialiste du vieillissement. Ce type de projets vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de changer le milieu institutionnel pour que ça ne ressemble plus à un hôpital comme c'est le cas maintenant, où accessoirement les personnes âgées vivent, mais que ça ressemble à une maison où accessoirement certaines personnes âgées sont soignées. On n'a ni besoin d'un hôpital, en fait, ni besoin d'un hôtel. On aime bien l'hôtel quand on part en vacances, mais après on est quand même content de rentrer chez soi. Et c'est ça, c'est là-dedans que les lieux de vie doivent s'ancrer. À Regina, tout est un peu différent. Par exemple, les éducatrices engagées par la résidence sont appelées maîtresses de maison. Ce sont elles qui organisent les activités. Une chaque matin et chaque après-midi. Allez, il en reste une. On va la donner à Madame Neige. Bah, la première qui la prend. Non. Voilà. Parfois, mon activité, c'est juste de prendre un café avec une personne et qu'elle puisse discuter et avoir une oreille. On traite beaucoup entre éducs pour les différentes activités, pour donner des idées, pour ne pas faire tout le temps la même chose. Pour les résidents, cette présence uniquement dédiée à leur bien-être est primordiale. Et d'ailleurs, Amélie Gulpen a ses petites préférences en termes d'activité. J'aime bien de jouer à bingo. Ça, j'aime très bien la faire, oui. Malgré les restrictions, Marceline Munix a des journées bien occupées. Le matin, je me lève, je me lave, oui, à midi à laver le dos. Et puis, j'attends le petit déjeuner. Et puis, je fais de la kiné, de la gym. Puis, on joue au bingo. Ce qui fait le plus peur aux personnes en intégrant une maison de repos, et quand on les interroge avant la crise, c'est de ne plus pouvoir décider de quand je me lève, de ce que je veux faire. Donc le modèle, entre guillemets, TUBE, c'est ça, en fait, c'est ce changement-là. C'est de dire que c'est le résident qui a encore une emprise, et le professionnel, d'ailleurs, du terrain, qui ont encore des capacités de décider et d'avoir une emprise sur ce qu'ils vivent dans l'institution. Plus d'autonomie, un encadrement plus important, mais surtout plus individualisé. C'est ce qui fait le succès de cette maison de repos. En ce qui concerne le résident, je peux vous dire que j'ai une liste d'attente à n'en plus finir, que le résident qui se trouve ici, il ne me dit pas « je me sens bien », mais je me sens très bien. Celui qui ne s'amuse pas ici ne sait pas ce qu'il veut. Et ça, mes copines elles le disent aussi. Je dois dire, j'ai toujours été très bien ici. On est bien à Moresnet-Chapelle. À Moresnet, les résidents sont confinés par étage et non pas dans leur chambre. Et pour eux, cela fait toute la différence. On n'a qu'une vie. Hein. Je sais bien, c'est vrai quand même. Ah, vous vouliez un café aussi. Merci, oui, chaud. Ah oui.
Par étage, on est quand même très soudés parce qu'on travaille quand même beaucoup horizontalement et pas verticalement, donc ils se connaissent. Donc ça a été, en fait, ils étaient quand même fort contents d'être quand même encore ensemble et de ne pas être comme dans certaines maisons, chacun dans sa chambre. Je suis catégorique, il ne faut pas plus de soignants, il faut moins de soignants et plus d'autres qualifications, et qui sont des qualifications plutôt de personnel de réactivation ou de relationnel. Tu te tends à droite. La résidence organise des séances de rééducation. En plus de travailler les muscles, c'est aussi une présence supplémentaire qui est apportée par cette kinésithérapeute. Et tu relâches doucement les coudes tendus. Ici, d'autant plus que les visites sont plus autorisées, ça fait un contact, donc ça leur fait du bien de ne pas broyer du noir tout seul dans leur chambre, et voilà. Le continuum, c'est la santé, mais d'un côté, c'est la santé physique, et de l'autre côté, c'est la santé mentale. Et la question est de savoir où on place l'équilibre entre ces deux extrêmes. Le gros problème du vieillissement, de façon générale dans les maisons de retraite, c'est qu'avant la crise, le curseur était déjà déplacé très fortement du côté de la santé physique, au détriment de la santé mentale. En mettant la santé mentale au centre des préoccupations, le modèle TUB permet de limiter le syndrome de glissement. Alors le syndrome de glissement, c'est vraiment un ensemble d'éléments et de comportements qui sont présentés par une personne qui se laisse aller vers la mort, indépendamment des problèmes de santé qu'elle a. C'est plutôt que cette personne n'a plus aucune ressource à aller chercher en termes d'envie de vivre pour finalement lutter ou compenser ces problèmes de santé. Moi, le nombre de fois où mes résidents sont venus pleurer dans mes bras parce qu'ils n'avaient plus droit à leur famille, parce que ça n'allait pas, je crois que si on n'avait pas été là, on aurait eu beaucoup de personnes qui auraient fait des glissements, etc. Et je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je pense qu'on a évité pas mal, oui. L'établissement Regina n'a pourtant pas échappé à la crise du Covid-19. Ce résident venant de l'extérieur doit respecter une quarantaine, isolé des autres dans sa chambre, en attendant le résultat de son test. On l'a placé ici en isolement en gouttelette parce qu'on ne sait pas encore s'il a le corona ou pas. Il vient de l'extérieur, on prend les précautions. Et nous autres, on fait le tour, on va désinfecter toute la chambre avec du produit. Chaque jour, même les repas, ils sont dans les seaux que vous voyez là devant. Mais si on parle du modèle TUB comme d'autres modèles, dans une situation de crise aiguë, ça n'est pas forcément la garantie que la crise sera mieux gérée. On s'est trouvé face à l'équivalent d'un incendie dans le secteur, et là, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Il y a des décisions qui doivent être prises de manière rapide. Ici aussi, la direction a dû faire face à cette crise sans précédent. Les visites ont été interdites pendant plusieurs mois, au grand regret d'Amélie Gulpen. Mes fils me téléphonent, je parle avec eux au téléphone. C'est dommage, ils ne peuvent pas rentrer pour le moment. Je ne sais pas du tout, sais-tu. Quand il y a les garçons ici qui tiennent rien, de parler encore beaucoup avec eux et qui doivent dire encore 3 minutes, mamie, puis je dois partir. C'est pas bien du tout. Non, c'est un triste moment. Triste, triste, triste. On doit attendre jusqu'à ça change. Et puis ça ira peut-être mieux. Mais on espère. Oh oui. On se prenait toujours dans les bras et un petit bisou sur les joues. Même le petit de 12 ans. Il me prenait, me soeur qui me traînait parfois. Ah oh, mais je t'aime, qu'il disait alors. La solitude, ça je n'ai pas à me plaindre, pas du tout ici. Mais de ne pas voir la famille, les enfants, c'est dur, savez-vous. Je n'ai que 2 enfants. Ils sont aussi mignons, aussi gentils avec moi. C'est pas tellement la maladie qui me fait peur, c'est leur état d'esprit. C'est un résident qui ne sourit plus, c'est un résident qui ne rigole plus. C'est un anniversaire qu'on a fêté la semaine dernière avec un résident et où personne à table ne disait un mot au premier étage. Si ce modèle n'est pas parfait, il semble néanmoins tirer son épingle du jeu en replaçant le résident au cœur des décisions. Alors, serait-il l'avenir de nos maisons de repos ? En Belgique, l'épidémie est venue renforcer le sentiment de solitude, même si l'isolement ne date pas d'hier dans ces institutions. Avant la crise, déjà 63% des résidents en home exprimaient un sentiment de solitude modérée. 35% parlaient de solitude sévère. Enfin, un résident sur 2 souffrait de dépression.
Quant au personnel soignant travaillant en maison de repos, ils connaissent plus de burn-out que dans les autres secteurs de la santé. Pour moi, c'est un modèle dépassé. C'est un modèle qui ne convient pas à la vie ensemble. C'est un modèle qui ne répond pas aux besoins de la solitude. C'est un modèle qui est encore moins adapté à des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et je pense qu'il est urgent de sortir de ce modèle-là. Les générations de résidents changent. La génération actuelle, donc 86 ans de moyenne d'âge, c'est la génération qui a encore connu la guerre. Maintenant, les générations qui vont arriver sont des générations qui se voudront être plus autonomes, plus participatives, avoir un plus grand impact sur la vie et l'organisation de la maison. Si on est dans la dimension de changement culturel, ça doit venir de l'ensemble du système. Et changer de culture, c'est-à-dire passer du jour à la nuit, entre guillemets, ça prend du temps. Donc il faut qu'il y ait des changements dans les normes. Donc ça, c'est de l'apanage et de la responsabilité du politique. Dans les valeurs, chaque professionnel à titre personnel peut et a une possibilité de changement. Alors ils ont l'impression que non, mais si. Je peux décider du jour au lendemain, moi personnellement, d'être plus en relation avec les personnes que je soigne. Et donc il faut vraiment que ce soit une responsabilité collective. Donc je pense que les contraintes actuelles sont compliquées, c'est clair, mais qu'en fait, il ne faut pas essayer de transformer ce modèle-là, il faut en reproposer un nouveau. Et donc ça, c'est à la fois une responsabilité politique, mais aussi une responsabilité de citoyen, de professionnel, d'oser se lancer en fait. Mais c'est clair que ça va et ça doit changer, et tout le monde en est conscient.